Bonjour à tous. Alors maintenant, comme tous les ans, je viens vous parler de Menrid 102 encore, mais surtout 3 aujourd'hui, un petit peu aujourd'hui. Menrid 102, je vous rappelle que c'était un essai randomisé multicentrique qui comparait une stratégie d'administration classique, c'est-à-dire celle validée par le premier essai Menrid 100, 500 mg de Ritux, J0, J15, M6, M12, M18, contre une stratégie à la demande, en fonction des CD19 et des ANCA. Et par la suite, on a continué avec Menrid 103, qui comparait une durée prolongée de traitement contre une durée standard, c'est-à-dire les 18 mois de Menrid 100. Le schéma de ces deux études était comme ceci: 81 malades dans chaque bras dans Menrid 102 qui recevaient donc le schéma validé contre le schéma à la demande. Vous notez aussi dans le schéma à la demande qu'on avait supprimé le J14. On y reviendra juste après. Donc les patients recevaient des perfusions éventuellement jusqu'à M18. Était suivi 10 mois jusqu'à M28, moment du critère de jugement principal de Menrid 102, et J0 de Menrid 103 s'ils étaient incluables et s'ils souhaitaient participer. Donc grâce à vous, il y en a quand même 97 patients qui sont restés dans l'étude et qui ont participé pendant 56 mois à un protocole, ce qui est, de la part des patients et des investigateurs, je trouve une performance. Et donc, dans l'étude Menrid 103, on refaisait une perfusion tous les 6 mois, 4 perfusions contre un placebo. Et après la dernière perfusion, on suivait encore les patients 10 mois. Donc là, vous voyez 50 patients dans le bras Ritux, 47 patients dans le bras placebo. Je fais durer un peu le suspense en redonnant des résultats de Menrid 102 que vous connaissiez. Donc, on n'a pas mis en évidence de différences significatives entre le nombre de rechutes dans les deux bras. On a réduit le nombre d'injections dans le bras à la demande. Et notre stratégie de réadministration, même si elle semblait valable, on n'a pas mis en évidence le fait que les ANCA et les CD19 ou leur couple étaient des marqueurs fiables de rechute. On a profité quand même de cette étude pour faire une petite analyse ancillaire sur l'effet de supprimer le J14 au début du protocole. Bon, quand on revient sur la courbe de survie, vous voyez bien qu'à 12 mois, en termes de survie sans rechute, ça ne change rien. Et après, ce qu'on a surtout regardé, si ça sort à peu près, on voit que les CD19 sont effondrés à 3 mois et à 6 mois, quel que soit le bras. Après, forcément, dans le bras à la demande, ça réaugmente un petit peu parce que les patients sont moins injectés dans la première année. Et il y a une pratique actuelle qui fait et qui a été publiée par Xavier, qui dit que quand on fait un traitement d'induction par rituximab, c'est pas la peine de faire le J15 du traitement d'entretien. Donc on s'est posé la question de est-ce que ça change vraiment grand-chose d'avoir de l'endoxan ou d'avoir du rituximab en traitement d'attaque. Et dans les sous-groupes rituximab induction et cyclophosphamide en induction, on voit qu'à J0, avant la première perfusion de rituximab d'entretien, il y a plus de CD19 dans le bras endoxan, ça on s'en doute. Mais à M3, ça ne change rien. Bon. J'y viens après. Alors, Menrid 103 sont des données très préliminaires, l'aveugle n'étant pas encore vraiment levé. Et ces données sont d'hier. Donc 50 malades dans le bras Ritux, 47 dans le bras placebo, 64 ans de moyenne d'âge, entre 30 et 40% de femmes. C'est des patients qui avaient été... la randomisation était stratifiée sur le bras de Menrid 102, donc vous voyez que notre stratification a bien marché.
Et puis c'était stratifié aussi sur le caractère rechuteur ou non rechuteur. Les résultats sont prometteurs. Il n'y a pas de petit p parce que l'analyse n'est pas faite. Mais dans le groupe rituximab, 2 patients, soit 4% des malades, ont rechuté. Un patient a rechuté 2 fois. Donc ça fait 4% des patients rechutent contre 25% dans le groupe placebo. C'est beaucoup quand même 25% de rechute dans le bras placebo parce qu'en plus ce sont des malades que je considérerais comme les moins rechuteurs des rechuteurs. C'est-à-dire qu'ils ont fait tout Menrid 102 dont une partie avec peu d'injections, ils ont déjà pas rechuté et c'est ceux-là qui sont inclus. Et donc il y en a quand même un quart qui rechute. Avec un peu de chance, ça sera significatif et je pense que la chance sera avec nous. Donc les enseignements, Menrid 101, rituximab, c'est le gold standard du traitement d'entretien. Bon, ça c'est facile. Menrid 102, un traitement plus léger semble possible. Après, difficile de dire pour quel malade. En tout cas, moi, l'impression que j'ai, c'est que le J15, on pourrait proposer de le supprimer pour tout le monde. Menrid 103, la poursuite du traitement, ça réduit les rechutes de façon importante. À mon avis, ça va être ça la conclusion. Et les autres enseignements qui sont plus pour les recherches futures, et je pense que c'est vraiment important d'y réfléchir dès maintenant, c'est que quand on prend du rituximab, quelle que soit la façon de l'administrer pendant longtemps, on va arriver à des taux de rechute qui seront plutôt de l'ordre de 10-15% à 5 ans. Et ça implique des méthodes différentes pour chercher d'autres stratégies. C'est-à-dire que 10% à 5 ans, c'est pas si mal. Est-ce qu'on va faire des essais d'équivalence ? Faire des essais d'équivalence quand on a 5 à 10% d'événements, ça implique énormément de malades. Est-ce que c'est des essais randomisés qu'il faut faire ? Est-ce qu'il faut faire des études de stratégie dans des cohortes prospectives ? Je ne sais pas. Mais en tout cas, le schéma type Menrid 102, c'est-à-dire faire semblant que 30% des malades vont rechuter dans un bras ritux et dire on va tester de la supériorité, c'est passé dans une bonne revue de rhumato, mais c'est pas du tout passé dans les grandes revues. Ils ont vu que c'était du bidouillage. Et ça ne pourra plus se faire, je pense. Et dernière réflexion, c'est que c'est pas facile non plus d'analyser tous les résultats parce que c'est pas facile. C'est intéressant. Dans les malades qui ont rechuté dans le groupe rituximab, il y a un malade, donc il faudra bien le décrire celui-là, qui a fait une aplasie fébrile au ritux. Pas grave, il a eu un peu d'antibiotiques, des facteurs de croissance, 3-4 jours d'hospitalisation, il sort. Donc EIG, sortie, levée d'aveugle. Plus d'1 an, voire 2 ans après, il rechute. Donc il rechute dans le bras rituximab, il est en intention de traiter. Donc ce malade rechute, il est retraité. Et là, c'est une petite rechute, il reçoit du métaux. Et ce même malade, il fait une pneumocystose. Donc ce malade dans le bras ritux, il aura fait une rechute et une pneumocystose, mais bon, voilà, il est en intention de traiter. Donc faudra bien lire l'article, il n'y a pas que les données brutes qui comptent. Et dernière petite information, où là j'ai vraiment pas les bras de traitement, il y a en tout 10 EIG, 10 malades qui ont eu des événements infectieux graves, et ça fait 15 événements au total, donc il y a plusieurs malades qui ont eu plusieurs événements infectieux. Donc il faudra voir comment ils se balancent. S'ils sont tous dans le bras rituximab, ça pose des questions. S'ils sont bien balancés, on serait plutôt en faveur du rituximab, peut-être prolongé. Voilà ce que je pouvais vous dire en vous remerciant encore de votre participation et de l'engagement des malades et des investigateurs.